Alors pour comprendre des phénomènes complexes comme les conséquences du surtravail ou le work-alcoolisme, il est à mon avis indispensable d'avoir une vision sur plusieurs disciplines. D'abord parce que la sociologie n'a pas étudié beaucoup ces questions-là. Donc il faut aller voir ce que les autres ont écrit dessus. Et ensuite, ça permet de réfléchir un petit peu différemment de la façon dont on réfléchit habituellement. Et c'est très satisfaisant quand on arrive à voir que la physiologie, certains travaux de psychologues, de médecine du travail, d'épidémiologie, confortent ou vont aussi dans le sens de découvertes que l'on peut faire en sociologie par des études soit quantitatives ou qualitatives. Alors, si l'addiction au travail a été vue comme une pathologie, c'est parce que les premières personnes qui se sont intéressées à cette question-là, que ce soit des addictologues ou des psychologues ou des médecins, ont abordé la question effectivement sous l'angle de la pathologie. Ils ont fait référence à l'alcoolisme ou à la toxicomanie, donc des problèmes qui étaient clairement vus comme des pathologies. Et ils ont essayé de rattacher cette pathologie, ce trouble, à des traits de personnalité qui seraient acquis dans l'enfance ou qui seraient parfois même liés au capital génétique de la personne, traits de personnalité qui seraient liés à des troubles narcissiques, par exemple, qui amèneraient les personnes à chercher dans leur travail des compensations, des réassurances, ou alors des formes de perfectionnisme qui peuvent être aussi liées à un sentiment peut-être d'illégitimité acquis là aussi pour ces spécialistes dans l'enfance. Alors, toutefois, quand j'ai commencé mes recherches pour écrire ce livre sur l'addiction au travail, j'ai bien sûr fait un point sur l'ensemble de ces travaux qui ont précédé ma recherche, mais j'ai aussi essayé dans les enquêtes qualitatives, celles que j'avais pu mener par entretien ou par observation, ou celles que d'autres de mes collègues ont pu mener eux-mêmes, mais aussi dans les statistiques, notamment en utilisant l'enquête européenne sur les conditions de travail qui est réalisée tous les 5 ans auprès de plus de 40 000 salariés européens. Essayer de repérer des profils qui correspondraient en quelque sorte à ces personnes qui, par choix et par force compulsive interne, travailleraient beaucoup et mettraient en danger leur santé, leurs relations familiales ou sociales, ou même la qualité de leur travail. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de mal, à la fois dans les statistiques et dans les enquêtes qualitatives, à retrouver des personnes qui avaient ce profil-là, qui correspondait à ce type d'engagement dans le travail, à la fois volontaire, mais lié à une compulsion interne qu'ils ne maîtrisent pas, et qui serait producteur de problèmes de santé. Ce qui m'a amené à élargir un peu la question à toutes les raisons qui peuvent emmener des travailleurs à travailler beaucoup plus que la moyenne des personnes dans leur milieu. Dans mon livre, je distingue le work-alcoolisme du surtravail, pour m'intéresser d'ailleurs plus au surtravail qu'au work-alcoolisme. Le work-alcoolisme, on l'a vu, c'est le fait de travailler beaucoup de façon compulsive, c'est-à-dire parce qu'on cherchera à combler des failles narcissiques ou d'une personnalité qui serait perfectionniste. Le surtravail, ça englobe le work-alcoolisme, mais c'est beaucoup plus large puisque ça comprend toutes les situations dans lesquelles les personnes sont amenées à travailler beaucoup ou plus, on va dire, que la moyenne de leur société ou du milieu dans lequel ils évoluent. On peut prendre un exemple. En France, si on regarde le temps de travail, les personnes qui travaillent le plus sont les agriculteurs exploitants. Les agriculteurs exploitants travaillent plus de 58 heures par semaine en moyenne. Et pourquoi ils travaillent plus de 58 heures par semaine en moyenne? Ce n'est pas du tout parce qu'ils ont une personnalité compulsive, ou peut-être certains d'entre eux, mais ça, c'est à mon avis très minoritaire, mais ça se comprend d'une part par la nature de leur travail. Eh bien, les champs n'attendent pas et les animaux encore moins. En plus, les agriculteurs sont pour beaucoup d'entre eux pris dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que pour que l'exploitation soit rentable, il faut qu'ils produisent beaucoup, faire des économies d'échelle. Pour produire beaucoup, il faut qu'ils investissent, qu'ils rachètent des terres, des bêtes, des machines, des engrais, etc. Et donc, ils s'endettent. Et il faut noter d'ailleurs que le mot addiction vient du latin addictus. Et addictus, dans le droit romain ancien, c'était la personne qui était mise en esclavage pour dette
auprès de son créancier. Il ne pouvait pas rembourser son créancier, donc il était mis en esclavage pour dette. Et là, on retrouve finalement un sens très différent de l'addiction par rapport au sens pathologique qu'on a vu précédemment. Alors il y a plein d'autres situations. Les personnes qui travaillent beaucoup aussi en France, statistiquement en moyenne, ce sont les artisans et commerçants, ce sont aussi les cadres supérieurs et professions intellectuelles. Et là, on a des situations complexes où on a à la fois un ensemble de raisons qui sont plus liées à des choix. On aime ce qu'on fait, on s'y investit parce qu'on a envie de progresser dans la carrière, mais aussi parfois des contraintes. C'est-à-dire qu'on a un travail qui doit être fait, on a plusieurs tâches à réaliser simultanément, et donc tout ça pousse à travailler plus. Donc c'est un mélange de choix et de contraintes qui va pousser au surtravail. Donc le surtravail, c'est toutes les raisons pour lesquelles les personnes finalement vont travailler beaucoup. Alors pourquoi on s'est très peu intéressé au surtravail alors qu'il y a eu beaucoup de travaux sur le work-alcoolisme? La première raison, c'est que les premiers chercheurs, les premiers professionnels qui ont écrit sur le work-alcoolisme recevaient chez eux des personnes qui étaient en difficulté. Et donc, ils devaient essayer de trouver une explication et une réponse à un moment T. Et ils n'avaient pas tout l'historique de leur parcours, ni le connaissant de l'organisation, des relations sociales dans leur travail, etc. Et donc, il était plus facile pour eux de rattacher ça à des traits de personnalité sur lesquels on pouvait éventuellement faire travailler la personne. La deuxième raison, c'est tout bêtement qu'il y a eu très peu de travaux sur le surtravail. Alors, les spécialistes du work-alcoolisme ont beaucoup insisté sur les dangers du work-alcoolisme, danger pour la santé, danger pour les relations familiales, danger même pour la qualité du travail. Les work-alcoolists auraient trop le nez dans le guidon, puis seraient des managers difficiles parce qu'ils seraient souvent en conflit avec leurs équipes. Mais on ne s'est jamais posé la question des dangers du surtravail. Et en fait, les dangers du surtravail sont comparables, voire, et c'est ce que j'ai pu voir dans les études que j'ai reprises ou des statistiques que j'ai pu décortiquer, sont au moins aussi importantes, mais parfois plus graves que les dangers du work-alcoolisme. Donc je pense que c'est cette méconnaissance des dangers du surtravail, parce que ça fait le même plus complexe, plus diffus, qui explique pourquoi on s'est beaucoup plus centré sur le work-alcoolisme au sens strict. Alors, comment les organisations peuvent libérer les individus du surtravail? La première chose, c'est que certaines organisations ne le veulent pas spécialement et au contraire poussent leurs salariés ou leurs partenaires à être dans le surtravail. Je pense par exemple pour les livreurs à vélo dont les algorithmes les incitent à être présents dans une grande disponibilité temporelle pour répondre au plus près à la demande. Et où finalement les livreurs qui ne seraient pas dans cette grande disponibilité temporelle, qui ne seraient pas toujours présents quand on a besoin d'eux, finiraient par ne plus avoir de bonnes courses et ne plus pouvoir gagner leur vie. Donc ils sont vraiment obligés d'être dans un surtravail. Autre exemple, dans une entreprise, quand on fixe des objectifs quantitatifs difficilement atteignables, effectivement, on va aussi pousser les personnes au surtravail. Alors pour les organisations qui souhaiteraient sincèrement aider les personnes à éviter le surtravail et les problèmes qui y sont associés, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est être finalement dans l'écoute et le dialogue des problèmes que les personnes rencontrent au quotidien dans leur activité, tous les éléments ou les petites choses qui peuvent leur faire perdre du temps ou rendre plus difficile leur travail et finalement les amener à devoir déborder de leur temps de travail pour réaliser leurs tâches. Un élément important, c'est souvent les injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup de choses avec beaucoup de petites urgences qui ne sont pas forcément extrêmement importantes, mais qui sont très chronophages et qui empêchent les personnes de s'intéresser à ce qui est le plus important à leurs yeux. Ça les oblige à faire ce qui est le plus important en dehors de leur temps de travail, parce que c'est là qu'ils auront du temps, du calme, qui ne seront pas interrompus ou pas dérangés. Et autre élément, c'est essayer aussi de clarifier de façon très, très précise, en discutant dans le dialogue, dans la confiance qui se construit au cours du temps entre l'encadrement, l'entreprise et les salariés, l'adéquation entre les moyens et les fins. Si cette adéquation n'est pas bien pensée, eh bien, les personnes vont être obligées de compenser le plus souvent par un surtravail.